Salut, moi c'est Giaco. Non, vous n'avez pas mal lu. Ce titre, bien qu'aguicheur, n'est pas malhonnête. Bien que celle-ci présente des lacunes, que j'aborderai dans cette vidéo, en sa fonction première, sur le papier, je suis véritablement convaincu que la Elgato Wave XLR Pro est l'interface audio parfaite pour les créateurs et créatrices de contenu. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques années, je suis pourtant du genre sceptique. Et je n'ai pas toujours apprécié les partis pris des produits d'Elgato. Alors par quel miracle la marque a-t-elle réussi à me convaincre ? Figurez-vous que c'est le sujet de cette vidéo. Comme d'habitude sur ma chaîne, celle-ci a des allures de dossier. La plupart des questions que vous pourriez vous poser sur cette interface trouvent probablement une réponse dans cette vidéo. Je vous invite donc à naviguer dans celle-ci pour les trouver à l'aide des nombreux chapitres. Mais tout d'abord, un point transparence. Cette interface audio et le Stream Deck Plus qui figureront dans cette vidéo m'ont été fournis par Elgato. Ils sont l'origine de cette prise de contact et cet envoi. Ces produits sont un don de sa part, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, une copie de revue a été envoyée à celle-ci avant publication. Les éventuelles modifications qui en découlent sont indiquées juste ici. Tournons-nous pour commencer vers la boîte de cette Wave XLR Pro. Celle-ci présente le produit grâce à la grosse photo en son devant et les informations à l'opposé. Tous les textes qui y figurent sont traduits en français. Une fois les deux scellés brisés, la boîte coulisse, laissant accès à l'interface en chair et en os. Puis au câble USB-C versé 2.0 tressé de 1,50 m, au guide de démarrage rapide et aux avertissements réglementaires. L'expérience de déballage va donc à l'essentiel. Selon moi, Elgato aurait dû inclure un câble de 2 mètres au lieu d'1,50 m et un adaptateur USB-C vers A pour garantir l'intégration de la Wave XLR dans toutes les configurations sans achat additionnel. Malgré un châssis extérieur en plastique noir satiné, cette Wave XLR Pro renvoie une impression de solidité et de densité. En même temps, pour un poids de 385 grammes et une largeur de 18,5 cm, il faut dire qu'il y en a des prises. Deux sorties casque au format 3,5 et 6,35 mm, alimentés par des amplis avec de la puissance en réserve, y compris pour les casques à haute impédance grâce à un mode adapté. Deux entrées XLR suivies de préamplis avec un gain maximal de 80 décibels, permettant d'amplifier les micros aux sensibilités les plus faibles, une entrée et une sortie ligne stéréo jack 3,5 mm, et deux ports USB-C. Dernière particularité physique de cette Wave XLR Pro, le pas de vis 3/8 de pouce équipé d'un adaptateur 1/20, facilitant sa fixation et son intégration. Ce qui manque à l'appel en revanche, c'est les moyens de visualisation et d'interaction. À part la LED blanche indiquant l'état d'alimentation de l'interface, point d'afficheur, d'encodeur ou de bouton. Le parti pris d'Elgato divise, séparer les outils et leur contrôle. Vous devez investir dans un Stream Deck pour prendre physiquement la main sur vos niveaux, assignations, effets, etc. Le positif est dans la flexibilité. Ce parti pris n'enferme pas l'utilisateur dans un format de contrôleur, ou même dans un seul d'entre eux. Le négatif est dans la nature fermée de l'écosystème d'Elgato. Outre l'appli mobile Stream Deck qui propose 6 boutons gratuits, vous êtes cantonné aux propositions, au prix et aux conceptions des contrôleurs de la marque. De mon point de vue, ce parti pris pourrait être une force indiscutable si l'API de commande des produits Elgato n'était pas en source fermée. Si celle-ci était documentée et ouverte, la communauté pourrait concevoir des solutions pour répondre à des usages et des budgets que le fabricant n'a pas envisagés ou ne considère pas. Avec un protocole comme l'OSC par exemple, tout le monde y gagnerait au change. Un SM7B, ça faisait longtemps. Assez parlé de ce qui se passe en surface, autour des entrailles de cette interface audio. Pour commencer, les deux entrées micro sont suivies par un système appelé ClipGuard V2. Cette technologie combine 3 étages de gain et de conversion, une tuyauterie en 32 bits flottant, qui est très grossièrement l'équivalent du RAW en photo et en vidéo, et un limiteur final pour empêcher l'écrêtage numérique. C'est le type de saturation audible le plus désagréable, indésirable et irréversible. L'arrière-plan technique mis de côté, ce qu'il faut retenir, c'est que le ClipGuard est la touche magique, si vous êtes le genre, à avoir des effets de voix. Celui-ci est d'une efficacité indiscutable. La saturation disparaît totalement. Le seul témoin audible de son fonctionnement est l'action du limiteur qui écrase le signal. Un comportement toujours moins désagréable que l'écrêtage. Enfin, sauf si on veut en faire un effet comique. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ensuite, une chaîne de traitement complète prend le relais. Ces 5 étages de traitement sont sans latence perceptible et ne sollicitent pas les ressources de votre ordinateur car ils s'exécutent sur un processeur dédié, le DSP WaveFX, intégré à l'interface audio, qui débute par un filtre coupe bas à fréquence fixe pour réduire les basses fréquences indésirables, causées par le déplacement du micro, les vibrations causées par la frappe au clavier, la tour d'ordi, etc. Ça c'est avec, ça c'est sans. L'absence de choix de fréquence pourrait en déranger certains ou certaines. Heureusement, l'égaliseur, plus loin dans la chaîne de traitement, permet d'en engager un à fréquence variable. De qualité moindre certes,
en l'échange de l'utilisation de l'une de ces 4 bandes. Vient ensuite un expander, un moyen mathématique de réduction des bruits de fond et indésirables quand vous ne parlez pas. Là c'est 100, vous entendez l'arrière-plan, et donc quand je l'engage, le niveau sonore général est réduit quand je ne prends pas la parole. Il est efficace, transparent, et ajusté depuis une interface visuelle et intuitive. Celle-ci permet un ajustement simple du seuil de détection avec les autres réglages de cacher derrière un bouton en haut à droite. Vient ensuite le Voice Tune, un traitement assez opaque, ajustable avec une glissière d'intensité, je suis à un peu plus de la moitié. Là, c'est au maximum, là, c'est au minimum. Son intérêt, c'est de combiner une compression intelligente et de l'ajout d'harmonique pour donner un son chaud analogique comparable à la lampe. Cet étage est à double tranchant. Avec mon Logitech G Yeti Studio par exemple, je préfère le garder désactivé. Sur un micro avec une bonne dose de présence comme celui-ci, ça tourne à l'excès. Sur un micro avec une tonalité plus neutre et aérée comme le SE2200, cette fonction rajoute de la chaleur avec un dosage raisonné. Et sur un SM7, ça marche plutôt bien. Puis votre micro passe dans le compresseur. Celui-ci homogénéise le niveau sonore en atténuant les crêtes, les rapprochant ainsi de passages où le niveau est plus faible. Son interface reprend celle de l'expander évoqué précédemment, mais aussi celle du plugin VST gratuit proposé par Elgato qu'il remplace dans le cas présent. Celle-ci permet un ajustement visuel et intuitif du seuil de détection avec les autres réglages de cacher derrière un bouton en haut à droite. Et enfin, la chaîne avec accélération matérielle se termine par un égaliseur paramétrique 4 bandes. Un moyen efficace et pleinement ajustable de modifier l'équilibre grave, médium et aigu de votre micro et votre voix. Celui-ci a une interface épurée avec une apparition des valeurs uniquement à la sélection d'une bande. L'ajustement de celle-ci se fait à la souris, en la glissant pour modifier son gain et sa fréquence, en jouant avec sa molette pour ajuster sa largeur et en faisant un clic droit pour modifier son type. À la sortie de ces 5 étages, le son de votre micro devrait avoir pris forme. Du moins, c'est la conviction de la plupart des fabricants d'interfaces audio qui figent la chaîne de traitement, mais pas Elgato. Le Wave XLR Pro et les autres appareils annoncés lors de son événement Wave Next ont une approche hybride. Là où jusqu'ici les interfaces audio dotées de DSP se contentaient d'une chaîne fixe, là où les prédécesseurs chez Elgato reposaient uniquement sur des plugins audio logiciels, cette nouvelle génération propose les deux. Avec l'insert VST, né de la synergie entre les appareils Elgato Wave Next et leur logiciel Wavelink 3.0, il est possible d'ajouter des plugins audio logiciels à la suite des étapes de traitement interne à la Wave XLR Pro. Pas besoin de passer par un logiciel annexe qui restera dans votre barre des tâches, pas de câble audio virtuel, pas de bascule manuelle en cas de crash. C'est en ça qu'il est assez révolutionnaire. L'intégration de l'insert VST est transparente. Lorsque Wavelink n'est pas encore lancé, pas installé ou en cours de démarrage, l'étage est automatiquement ignoré. Lorsqu'il est en cours d'exécution, pas besoin de changer de périphérique audio sur vos logiciels. Le traitement est appliqué sur chaque départ virtuel et sur les isolés. Et dans votre retour casque, si le ou les plugins causent de la latence, vous pouvez placer le point d'écoute avant l'insert VST. À propos de traitements qui ajoutent de la latence, vous retrouverez sur chaque entrée un commutateur pour la fonction Voice Focus. Celle-ci est une réduction de bruit et d'écho adaptative basée sur un modèle d'AI Acoustics. Elle puise dans les ressources de votre ordinateur et crée de la latence de par sa nature algorithmique adaptative. Comme toute réduction de bruit de ce type, elle est efficace mais à utiliser avec parcimonie. Lorsque celle-ci est trop forte, je vais la mettre au maximum, voilà, des composantes de la voix se retrouvent déformées ou effacées, ce qui est assez désagréable à l'écoute. Heureusement, le commutateur est accompagné d'une glissière qui permet de régler son intensité. Nous avons enfin fait le tour des traitements disponibles pour les entrées. Cependant, 2 options subsistent, et elles concernent les fonctions de mixage. La première est le ducking, accessible depuis les options de source et les paramètres généraux. Vous devrez choisir une source comme clé et les sources affectées, puis ajuster la sensibilité, la quantité et la vitesse dans les paramètres. Une fois ces réglages choisis, les sources affectées seront automatiquement atténuées quand la source clé, généralement votre micro, produira du son. Ce dispositif, qui a gagné en popularité depuis son implémentation dans OBS Studio, est un excellent moyen de maximiser le niveau du jeu ou de votre musique quand vous ne prenez pas la parole, puis de la mettre en retrait le cas inverse. Puisqu'on parle de maximisation, tiens, la toute dernière capacité de traitement accélérée matériellement est le Maximizer, que vous retrouverez dans les réglages de vos mix. Cette fonction a pour intérêt de maximiser l'intensité sonore, la loudness de votre ou vos mix tout en évitant l'écrêtage. C'est un amplificateur dynamique de niveau associé à un limiteur. Depuis une glissière, vous pourrez régler la violence de ce traitement, qui aura comme effet annexe de rehausser le niveau du signal entrant dans le mix, s'il n'atteignait pas déjà le niveau maximal.
À l'utilisation, je n'ai pas été convaincu par ce maximizer. Outre l'intérêt d'écouter un signal avec de la dynamique, des variations de niveau fort et faible pour éviter une fatigue auditive prématurée, ce traitement cause, à l'heure du tournage de cette vidéo, un léger écrétage. Vous l'entendez actuellement, moi je trouve ça personnellement assez désagréable, ça donne un peu un effet Skyrock ou énergie, on a l'impression que j'ai un kazoo qui se dédouble en plus de mes cordes vocales, personnellement je suis pas du tout amateur, donc j'ose espérer qu'une mise à jour de micro logiciel permettra de compenser ce défaut à l'avenir. Parce que je connais une interface qui a ce même dispositif et qui ne présente pas ce problème. Donc c'est clairement qu'il y a à l'heure actuelle une défaillance dans le comportement de ce dispositif. Une autre fonction du DSP intégrée à la Wave XLR Pro est le mixage des différentes entrées et arrivées logicielles vers les envois virtuels et les sorties matérielles. Celle-ci est donc capable d'accueillir, en plus de ses 4 entrées physiques, 8 canaux d'audio virtuels et de les insérer dans 5 départs mix, accessibles virtuellement dès leur création et pouvant être envoyés vers l'une des 4 sorties physiques. Ce travail de matrissage et de mixage se fait depuis Wavelink, et depuis un Stream Deck si vous souhaitez une interface matérielle. L'interface de gestion des mix de Wavelink aborde une logique matricielle, avec les arrivées en ligne, les départs en colonne et les niveaux correspondants en cases. Cette conception permet une vue d'ensemble lisible et instantanée de ces assignations. Par défaut, aucun canal n'est créé, vous commencez avec une coquille vide. Un parti pris un peu austère pour les débutants mais qui amplifie la lisibilité de votre matrice. Tout ce qui ne sert pas n'apparaît pas, ne risque pas de traîner là. La Elgato Wave XLR Pro arrive sur le marché alors que de nombreuses propositions ont été introduites depuis 2019. Dans ce chapitre, je vous propose de la mettre en concurrence avec les alternatives majeures, à commencer par celles-ci qui ont véritablement lancé les hostilités, les Go XLR. Face au TC Helicon Go XLR et Go XLR Mini, destinés avant tout aux streameuses et streamers, deux différences majeures sautent aux yeux. La première, le contrôle physique qui manque à la Wave XLR Pro. Cette différence avantage les Go XLR qui pour des prix inférieurs proposent une solution complète intégrée dans un seul appareil, ce qui présente cependant des limites évidentes de flexibilité. La seconde, le fait que cette dernière soit maintenue par son constructeur. Outre ces deux différences principales, les spécifications, les capacités de traitement et les fonctions de mixage de la Wave XLR Pro sont 3 crans au-dessus. Plus d'entrées et de sorties, de meilleurs préamplis, des sorties casque bien plus puissantes, un traitement largement supérieur et 5 départs au lieu de 2. En revanche, point d'effet de voix sur cette dernière. L'intégration de plugins audio logiciel VST permet de compenser ce manque et laisse la porte ouverte à des effets de meilleure qualité que ceux intégrés à la Go XLR. Mais de toute façon, sauf si vous la trouvez d'occasion à bon prix, je vous déconseille d'investir dans une Go XLR. Le constructeur a en effet acté l'abandon de l'appareil en juillet 2023. Et bien qu'un utilitaire open source ait pris le relais, cette décision en dit long sur la mentalité du fabricant. De son côté, Rode a ouvert le bal du matériel pour streamers et streameuses avec la Streamer X. Contrairement à la Wave XLR Pro, il est flagrant rien qu'en observant la bête que l'idée est de proposer un dispositif tout en un. Interface audio, récepteur de micro sans fil, carte de capture HDMI 4K60 et surface de contrôle. Les préamplis micro, enfin le sur la Streamer X, présentent sensiblement des capacités d'amplification comparables. Les capacités de traitement bien que non extensibles sont comparables et qualitatives, et le logiciel Unify permet la création de 6 canaux d'audio logiciels et 5 départs. C'est une proposition intéressante, différente et moins coûteuse que la Wave XLR Pro. Si vous avez un budget plus restreint et que mettre tous vos œufs dans le même panier avec une solution tout en un et non extensible vous convient, elle est à considérer. La seconde proposition de Rode, la Rodecaster Duo, se destine plus au podcast et à la création de contenu vidéo. En effet, c'est une table de mixage et un enregistreur multipiste avant tout, pas une interface audio. C'est un appareil capable de fonctionner en totale autonomie. Un appareil qui propose les mêmes capacités d'amplification micro et de traitement que la Streamer X, en doublant l'entrée micro et la sortie casque. Qui abandonne les capacités de capture HDMI. Vous disposez donc d'un écran tactile 5,5 pouces et de 4 faders pour prendre le contrôle de vos signaux. Ce fonctionnement autonome peut être vu comme un avantage. Un outil indépendant, qui ne repose pas sur un logiciel annexe, c'est un outil qui dure plus longtemps. Changeons de fabricant pour se rapprocher un peu beaucoup d'Elgato. En effet, Lewitt est le partenaire de ce dernier pour la conception et la fabrication de son matériel audio. Il est donc peu surprenant de reconnaître beaucoup de similitudes entre la Connect 6 et la Wave XLR Pro. La Connect 6 l'emporte sur la flexibilité. Les réglages de traitement proposés depuis son logiciel sont plus complets, moins opaques. Toutes les entrées-sorties sont présentées en une fenêtre. Elle propose un contrôle des entrées et des sorties physiquement, grâce à sa molette. Elle peut servir à de la production sur mobile, grâce à son port USB-C secondaire et son entrée d'alimentation. Et sa sortie principale sur jack 3,5 et 6,35 mm permet de la raccorder à des enceintes de studio. La Wave XLR Pro, quant à elle, l'emporte sur l'intégration et les caractéristiques. Des préamplis et des sorties casque plus puissantes,
une prévention de l'écrêtage avec ClipGuard, la magie de l'insert VST pour étendre la chaîne de traitement, d'ailleurs plus complète, les capacités de contrôle physique grâce au plugin Stream Deck, une modularité totale des mélanges grâce à Wavelink, et plus de départs arrivés audio logiciel. C'est très intéressant d'avoir pu tester les deux machines à vrai dire, car malgré toutes les évolutions et ajustements que présente la Wave XLR Pro, elle n'éclipse pas pour autant ce qui fait la force de la Connect 6. À vous de peser les pour et les contre. Passons de l'Autriche au Japon avec la proposition de Yamaha, les URX. À travers 3 modèles aux capacités d'entrée-sortie différentes, le constructeur nippon propose une approche totalement nouvelle elle aussi, celle d'une console de mixage de bureau, et même d'une carte de capture pour la URX 44V. Un appareil autonome avec jusqu'à 4 entrées micro et 2 sorties casque, 5 potards et un écran tactile pour prendre la main sur vos signaux, qui présente l'avantage de l'indépendance logicielle évoquée pour la Rodecaster Duo. Point d'insert VST, point de logiciel de réglage avec une forte intégration, mais des capacités de traitement supérieures à la Wave XLR Pro et même un plugin Stream Deck. Ce sont des machines bonnes à tout faire, là où la proposition d'Elgato s'oriente principalement vers le marché de la création web. Si vous êtes touche à tout, ce sont des options à sérieusement considérer. Deuxième fabricant nippon, Roland, avec ses Bridgecast, Bridgecast One et Bridgecast X, destinés à la création de contenu web et éventuellement au podcast. Du contrôle physique, une mentalité tout en un pour la Bridgecast X avec des touches programmables et la carte de capture vidéo. Ce sont des appareils totalement adéquats, qui répondent aux besoins, ça fait le job, mais c'est si peu intéressant. C'est abordable, mais c'est bardé de compromis. Les capacités de traitement sont étendues, mais d'une qualité imparfaite. Les capacités de mixage vont jusqu'à 5 arrivées logicielles et 4 départs, dont 2 virtuels. La sortie casque est assez puissante. Les effets de voix sont présents, mais très limités. Mais c'est moins cher, et c'est supporté par le fabricant. Donc si vous êtes prêt à accepter certains compromis, et que le facteur principal de choix est financier, la Bridgecast One ou la Bridgecast tout court sont à considérer. Dernier envol, sans polluer bien heureusement, pour aller au Canada, voire du côté de chez Beacon avec leur interface Studio. Celle-ci est conçue avant tout pour le streaming, éventuellement double PC, mais pour une seule personne. Une entrée micro, une sortie casque, 2 ports USB, un potard de volume, rien de plus. Les capacités de traitement, toutes prises en charge par le DSP intégré, sont assez phénoménales. Égaliseur paramétrique 8 bandes, compresseur, DSR, exciter enhancer, expander gate, réduction de bruit adaptative, mais ce qui plombe cette proposition et qui va couper court le débat, c'est le fonctionnement de l'écosystème Beacon et l'accompagnement logiciel. Premièrement, pour prendre la main sur vos 7 arrivées et 4 départs, vous n'aurez pas le choix que d'acheter une des surfaces de contrôle du fabricant, ceci ne proposant pas de plugin Stream Deck. Vous serez donc isolé sur un écosystème développé par une start-up, qui ne propose pas la large étendue d'intégration tierce des surfaces Elgato. Deuxio, le pilote et l'appli de commande de cette interface laissent vraiment à désirer. Des problèmes majeurs d'instabilité, de crash, de défaillance, une ergonomie imparfaite. En l'état, c'est innovant mais beaucoup trop jeune. Le moment est venu d'évaluer l'impact environnemental de cette Wave XLR Pro avec ma méthodologie EcoScore. L'emballage qui transporte cette interface est en carton et papier recyclé, recyclable et peu d'espace est perdu. Le produit est en plastique à 60% d'origine recyclée et est recyclable. Il est fabriqué en Thaïlande, son ouverture pour réparation est malheureusement impossible, sans décoller les patins en caoutchouc et l'étiquette sous celle-ci. Si ça c'est pas le signe ultime du « ne cherchez pas à m'ouvrir ». Et de toute façon, pour réparer quoi ? Tous les composants sont montés en surface, à l'instar des connecteurs. Il faudra donc se munir d'une station à souder pour faire un travail correct, pour peu qu'on ait le talent et l'expérience. Et Elgato ne propose aucune pièce détachée pour sa gamme Wave au moment où cette vidéo a été tournée. De par l'absence de pièces mécaniques mobiles, le châssis en plastique rigide est d'une épaisseur correcte, sa forme sans excroissance et son faible dégagement de chaleur, je pense cependant que cette interface durera dans le temps, sur le plan matériel en tout cas. Ce qui pourrait entamer sa longévité, c'est sa nécessité d'accompagnement logiciel. Bien que les réglages persistent dans une mémoire interne quand l'ordinateur raccordé au port principal est éteint, il faut passer par Wavelink pour en ajuster les réglages. Et ce logiciel n'étant pas open source, et le fabricant ne proposant aucun SDK ou documentation sur les échanges de données entre son interface et Wavelink, tout repose sur Elgato pour maintenir cette interface en vie. Quant à l'accessibilité matérielle et logicielle de cette Wave XLR Pro et de Wavelink, voici mon analyse. L'emballage contenant celle-ci comporte des textes principaux en blanc et en grand. Cependant, les descriptions des caractéristiques à l'arrière sont en bleu et en blanc avec des polices fines, compliquant leur lecture par des malvoyantes et malvoyants. Toute la documentation étendue est heureusement disponible en version numérique et elle est compatible avec les lecteurs d'écran. Sur le plan matériel, la Wave XLR Pro est suffisamment conséquente pour être manipulée aisément.
Sa texture satinée renforce sa préhension et les connecteurs ne se verrouillent pas, ce qui facilite la déconnexion d'appareils. Wavelink, quant à lui, est un logiciel assez visuel, épuré et clair dans son exploitation. Que ce soit sur Windows ou macOS, il fait appel aux librairies d'interface système, ce qui lui profère les avantages suivants. Possibilité de navigation entre les contrôles avec le clavier, d'ajuster leur valeur avec la barre espace et les touches directionnelles. Les commutateurs suivent la couleur d'accentuation choisie dans les paramètres de l'OS. Les thèmes clairs, sombres et contraste élevé s'appliquent automatiquement, et la plupart de ces textes principaux sont compatibles avec les lecteurs d'écran, exception faite pour les fenêtres d'ajustement des traitements WaveFX. Son interface réagit au filtre d'écran, et elle supporte sans faillir la mise à l'échelle système. Il ne reste plus qu'à traduire le logiciel en français, et on est tout bon. Bon, jusqu'ici, vous constaterez que mon avis sur cette Wave XLR Pro a été majoritairement positif. Comme dit dans l'introduction, je suis véritablement et en toute indépendance de l'avis que sur le papier, cette interface est parfaite pour couvrir assez largement les besoins des créatrices et créateurs web, qui s'accompagnent d'un ordinateur. Cependant, quelques défauts de jeunesse séparent le papier de la réalité. J'ai souhaité isoler ceci dans un chapitre, afin de raccourcir ou d'effacer celui-ci au fil des mises à jour de Wavelink, qui est la cause de la plupart, si ce n'est de la totalité de ses faiblesses. L'équipe en charge de ce logiciel semble active et réactive. Depuis ma réception de cette interface et le signalement de ces bugs à mon interlocutrice chez Elgato, 2 des défauts que j'ai constatés ont été corrigés dans la semaine de leur signalement. Pour commencer, je trouve l'assistant de configuration beaucoup trop auto-centré sur l'écosystème Elgato. Tous les utilisateurs de la Wave XLR Pro ne vont pas y raccorder un micro WaveDX. Il serait donc cohérent de poser la question de l'alimentation fantôme à l'utilisateur IS pour rendre fonctionnelles les étapes de configuration automatique qu'il contient. Par ailleurs, il serait pertinent de poser la question dans cet assistant de la sortie principale. Lors de mon direct de déballage et découverte sur Twitch, j'ai passé 2 minutes à me demander pourquoi aucun son ne sortait de la prise casque, pour à la fin saisir qu'il fallait en fait définir sa sortie après l'assistant, en haut à droite du mélangeur audio. Choisir une sortie lors de la première configuration éviterait ce tâtonnement. La capacité assez novatrice et anecdotique de détection des appareils raccordés pourrait d'ailleurs être une façon de suggérer ou pré-remplir une sortie pour l'utilisateur. Autre fonction à améliorer, les ajustements des traitements WaveFX, et les plugins audio logiciels d'ailleurs, ne proposent aucun moyen d'enregistrer des pré-réglages et d'en rappeler. C'est un peu une fonction de base. Et enfin, de manière générale, beaucoup de personnes semblent se plaindre de l'instabilité de Wavelink 3.0. Il n'est pas impossible que celui-ci soit sorti de son cocon bêta prématurément, et qu'il faille encore une dizaine de versions correctives pour mériter son statut actuel. En conclusion, la Wave XLR Pro est une proposition intéressante et légitime dans le marché des interfaces audio pour créateuristes de contenu. Sa conception très flexible la rend aussi pertinente pour de la diffusion en direct que du tournage vidéo, en passant par du podcast ou du commentaire e-sport à 2 personnes. Ses performances sont quasi irréprochables, des préamplis performants, une sortie casque puissante et sans souffle ni parasite, une chaîne de traitement sans équivalent à date. La faiblesse majeure demeure le parti pris d'Elgato de créer un écosystème fermé, où chaque appareil a son rôle défini. Bien que les propositions d'accompagnement, les Stream Deck, soient matures et convaincantes, elles présentent une dépense supplémentaire et ne seront pas forcément adaptées aux besoins de toutes et tous. Une ouverture à l'open source, à travers un SDK ou un support de l'OSC, rendrait cette interface encore plus attractive selon moi. Ainsi, la communauté pourrait aussi travailler sur un support tiers de Linux, donnant naissance à un utilitaire open source qui pourrait profiter, comme pour l'Ego XLR, à l'entièreté des utilisateurs IS le jour où le fabricant décide de cesser le maintien de son matériel. Des outils aussi innovants et puissants méritent de perdurer. Voilà, c'est tout pour ce dossier de présentation de la Elgato Wave XLR Pro, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et réactions en commentaire, à aimer cette vidéo, à la partager au plus grand nombre, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, à me suivre sur ces réseaux sociaux, notamment sur Twitch pour d'autres types de contenus, à regarder ces autres vidéos, en remerciant Elgato pour le don de ses équipements et en vous remerciant d'être arrivé à terme de ce très long dossier. Moi je vous dis à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Jiako.